Bienvenue sur Géopolitis. C'est le leitmotiv du nouveau président chinois Xi Jinping. Il faut, lance-t-il à ses compatriotes, il faut poursuivre le rêve chinois. C'est une invitation, presque une incantation. En tout cas, c'est voulu comme une incitation à changer le cours du destin de ce pays devenu la deuxième économie du monde. Curieux tout de même, on ne parle plus de la devise de l'ancien président qui lui rêvait, je cite, d'une société harmonieuse. Après tout, les deux concepts ne sont peut-être pas incompatibles. Le nouveau pouvoir en place à Pékin depuis le mois de mars dernier se prononce donc pour une grande renaissance de la nation chinoise. Car cette fois, ça y est, la Chine sait et admet qu'elle est une grande puissance et qu'elle doit se comporter comme telle. Pour ce faire, elle doit se fixer des objectifs et prendre des paris sur les deux fronts, intérieur et extérieur, pour le plus grand bien des 1,3 milliard de Chinois. Alors quels sont ces paris? C'est le thème de cette édition de Géopolitis. Allons droit au but. Ce que la Chine vient de concrétiser en l'espace de 5 ans est tout simplement hallucinant à l'échelle de ce pays qui reste un empire. En 5 ans, la croissance annuelle moyenne a été de 9,3%. Le produit intérieur brut, le PIB, a été doublé toujours en 5 ans, passant de l'équivalent de 3 300 à 6 400 milliards d'euros. Le commerce extérieur augmente de 12% tous les ans. En matière de transport, écoutez bien, on a construit 19 700 km de nouvelles voies ferrées, dont 9 000 km de lignes de TGV, toujours en 5 ans. Des autoroutes, eh bien, on en compte 42 000 km de plus. Et des aéroports, eh bien, on en a construit 31. Après une telle énumération, une question se pose. Dans 20 ans, où en sera ce pays, à supposer que soient relevés les défis intérieurs et extérieurs auxquels il doit faire face? Dans 20 ans, la République populaire, si tel sera toujours son nom, représentera un quart de toute l'économie de la planète. Certains pensent même qu'il y aura vraisemblablement une nouvelle capitale chinoise correspondant au nouveau centre de gravité du pays. On parle de la ville de Chongqing, nichée dans les boucles du Yangtze. Vers l'an 2030, donc, dans moins de 20 ans, le pays comptera 1 milliard de citadins. Et d'ici là, on aura construit 50 000 gratte-ciel, soit l'équivalent de 10 fois New York. Enfin, autre souci d'envergure, il y aura en Chine un écart particulièrement élevé entre hommes et femmes, effet pervers de la politique de l'enfant unique. Actuellement, il naît 120 garçons pour 100 filles, donc en 2030, il y aura un excédent, si on peut dire, de 70 millions d'hommes. Terminons tout cela par une prévision. On se demande souvent si un jour la Chine connaîtra une réelle libéralisation politique. Eh bien, la réponse, elle a déjà été donnée par Deng Xiaoping lui-même. Il a prédit que la République populaire deviendrait une démocratie lorsqu'elle fêterait ses 100 ans. Ce sera en 2049, autrement dit, demain. C'est l'un des défis intérieurs les plus difficiles à relever pour le régime chinois. Maîtriser cette urbanisation à marche forcée, présentée comme un rêve, mais qui pourrait tourner au cauchemar. Il s'agit ni plus ni moins de déplacer dans les 12 ans à venir 250 millions de paysans vers des villes qu'il va falloir construire. Défi concomitant, celui d'une écologie intelligemment programmée, car les désastres environnementaux sont désormais une préoccupation majeure des autorités. Exploitation forcenée des métaux dits terres rares, utilisation massive du combustible charbon, déforestation, marée noire, comme ici à Dalian. Au total, ces dégâts à l'environnement seraient responsables de la perte de 3,5% du PIB du pays, d'où l'urgence à légiférer en la matière. Encore faut-il parallèlement lutter contre la corruption. Au début de l'été, un tribunal a condamné à mort l'ancien ministre des chemins de fer, avec sursis, car il a tout avoué, donc il finira ses jours en prison. La lutte anticorruption, voire le procès du haut dirigeant Bo Xilai, est l'un des engagements prioritaires du président Xi Jinping, lequel affirmait que si cette corruption se poursuivait, elle pourrait même provoquer l'effondrement du parti et de l'État. Autre souci, autre pari pour le président chinois, la politique ethnique et les relations avec les minorités, que ce soit dans le Xinjiang musulman ou dans le Tibet, où la contestation a pour image les quelques 110 suicides par le feu commis en 2 ans par des sympathisants d'un Tibet libre. À tout cela,
il convient d'insister encore sur la question de l'insécurité alimentaire. On se souvient en Chine du scandale du lait. Enfin, la Chine doit faire face au défi de la contestation sociale. Mouvements de grève, exigences salariales et une colère ouvrière qui est désormais visible, y compris sur les écrans de télévision. C'est une statistique qui inquiète par exemple les Français. Tous les mois, un grand cru de Bordeaux passe sous contrôle chinois. Il y a une raison. Depuis 2 ans, la Chine est devenue la première destination des vins de Bordeaux. Une bouteille sur 4 prend la direction de Pékin ou de Shanghai. Problème, par mesure de rétorsion, à la suite de l'affaire des panneaux photovoltaïques chinois, Pékin menace de surtaxer le vin français. C'est que la Chine fait désormais son marché dans le monde entier. Elle achète par exemple le géant américain du hot dog Smithfield, 7 milliards de dollars. Elle lance une OPA, une offre publique d'achat, sur le Club Med. Elle rachète en Suisse les montres Corum, la Suisse avec laquelle elle vient du reste de signer un accord de libre-échange. En tout, ce pays a investi à l'étranger, hors le secteur financier, pour 77 milliards de dollars. Sans oublier les touristes chinois qui, eux, investissent l'Europe. Et ils en ont les moyens. On estime à 2 800 000 le nombre actuel de Chinois millionnaires en dollars. Et ces touristes chinois cumulent à eux tous un quart de tout ce qui est acheté dans les duty-free du monde. Enfin, la Chine, comme avant elle le Japon ou la Russie, pratique une exploitation outrancière à l'étranger des ressources naturelles de la planète, particulièrement les forêts et les eaux. On estime aujourd'hui que le pays est devenu le principal utilisateur de bois mondial prélevé illégalement. Même opacité dans l'activité des pêches industrielles, notamment dans les eaux internationales. 2/3 des tonnages mondiaux des prises chinoises viennent des côtes africaines. Là encore, pour la Chine, le pari, c'est de pouvoir répondre aux besoins de consommation intérieure sans pouvoir ou devoir altérer son image à l'extérieur. L'invité de Géopolitis, Antoine Kernen, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, spécialiste de la Chine. Pendant des années, on nous a rebattu les oreilles avec cette croissance à 2 chiffres qui faisait la fortune de la Chine. Et puis maintenant, il n'y a plus cette croissance. Est-ce que c'est là le principal défi actuellement ? Oui, c'est un des principaux défis, c'est effectivement de maintenir un taux de croissance quand même raisonnable, oui. Parce qu'il n'y a pas plus de croissance, il y a moins de croissance. Ils sont combien ? 7,5 hein. Ouais. Ça fait quand même envie aux Européens. Bien sûr. Bon. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Ça veut dire que les exportations diminuent, se ralentissent, la croissance des exportations se ralentit, donc on recentre la croissance sur l'intérieur, sur les consommateurs chinois. Et ça, c'est un peu l'objectif actuel. Quoi, faire des citoyens consommateurs ? C'est ça. Et vous avez aussi toute cette politique autour de l'urbanisation, cette volonté de créer des villes, de développer les villes, de créer des petites villes, parce que il y a plein de petites villes qu'on ne connaît même pas, on ne connaît même pas les noms. Dont certaines ont 1 ou 2 millions d'habitants d'ailleurs. Oui, en général, c'est un peu ça. Une ville chinoise a au moins 1 ou 2 millions d'habitants, et puis Shanghai, Pékin tournent autour des 20 millions. Alors, je reviens simplement à cette notion de croissance. Si on n'arrive pas à maintenir cette croissance, qu'est-ce qui se passe en Chine ? Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a des risques d'instabilité sociale. C'est-à-dire que si on n'a pas au moins les 8%, on ne crée pas assez d'emplois et il y a un risque d'instabilité sociale. Alors, on n'a jamais testé. Mais effectivement, le gouvernement le croit et fait tout pour arriver à ces 8%. Instabilité, c'est manifestation, revendication salariale, comme ailleurs dans le monde ? Oui, c'est ça, essentiellement. Ce sont les gens qui manifestent, essentiellement ces personnes qui viennent des campagnes, travailler dans les usines, dans les villes, aux zones urbaines de Chine. C'est eux qui revendiquent le plus actuellement. Cette urbanisation forcée, on a vu dans le reportage que des fois on déplace des montagnes et on crée des villes ex nihilo, c'est une garantie d'assurer la croissance ou c'est une fausse assurance qu'on va aller de l'avant ? C'est peut-être une fuite en avant, c'est peut-être un risque important, on ne sait pas, parce qu'on a un peu l'impression parfois qu'on décide comme ça de créer une ville ici. Allez, on va créer de quoi accueillir 1 million de personnes, c'est quand même beaucoup. Alors ça fait tourner plein de machines, ça fait tourner plein d'entreprises, ça crée des emplois au moment où on construit tout ça.
mais qu'est-ce que ça va donner, hein? On voit aussi quand même, même dans les villes d'une certaine importance, des immeubles vides, ou des immeubles qui ne sont pas finis. Donc bon, il y a effectivement le credo, si la construction va, tout va. En tout cas, on fait tourner la machine grâce à cette construction immobilière, puisque les infrastructures, on a déjà un peu fait, quoi. On parlait il y a un instant de mouvements sociaux. Il y a 20 ans ou 10 ans, on ne savait même pas qu'il y avait des mouvements sociaux. Maintenant, on le sait. Et en plus, on a même des images à la télévision. Ça, c'est quand même tout à fait nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine ? Alors, les médias se transforment, hein. Les médias sont de plus en plus proches, hein, par bien des aspects de ce qu'on trouve ici, même s'il y a un contrôle sur les médias qui reste important. Oui. Mais les images, elles sont... Les images sont... Si vous regardez une télé chinoise sans le son, c'est du CNN. C'est pas très différent. Enfin, ça, c'est un rythme, etc. Enfin, vous êtes très proche des médias américains ou autres, hein. Donc, il y a un changement et on essaye effectivement d'attirer les gens vers ces médias en changeant le rythme, en changeant le ton aussi, même si l'essentiel ne change pas vraiment. On a parlé de l'urbanisation. Ces temps-ci, on évoque aussi tous les problèmes liés à la pollution. Ça devient vraiment gravissime en Chine. C'est important, hein, c'est important et c'est pénible. C'est pénible pour... Vous y allez souvent, vous voyez bien ce qui se passe quand même. Ah oui, quand on ne voit pas l'autre côté de la rue, c'est quand même étonnant. Hein. C'est très pénible, hein, c'est physiquement pénible, ça vous prend à la gorge comme ça, quand vous avez des taux de microparticules qui dépassent 200, 300, 400, 500 suivant les régions. C'est pénible. Ça... Vous, à Pékin, vous mettez le masque ? À Shanghai, j'avais l'habitude de le mettre à partir de 300, ouais. 300 micros. On a tous notre application iPhone, hein, où il y a un petit SMS qui vous informe quand on dépasse les 300 microgrammes par mètre cube. Donc c'est vraiment... une réalité. Ouais. Et limiter la pollution, c'est limiter la croissance ? Pas forcément. En tout cas, c'est mieux penser la croissance, c'est mieux réfléchir à cette croissance. Mais ça devient un impératif clair, parce que les classes moyennes ne supportent plus cette pollution, parce que les étrangers ne supportent plus cette pollution aussi. Habiter à Pékin, ça devient pénible. Donc voilà, donc il faut résoudre ça. On a évoqué un certain nombre de défis de la Chine. Le nouveau président chinois, lui, parle du rêve chinois. C'est le rêve ? Actuellement, la Chine, c'est toujours le rêve, y compris pour les Chinois ? C'est assez habile, hein, cette formule de rêve chinois. Parce que il ne dit pas ça par hasard, quand même. Non, parce que d'abord, pour les autres, c'est sans doute un peu moins menaçant, hein, le rêve chinois, que la grande croissance ou que, je ne sais pas, l'hégémonie chinoise. Donc là, on est dans le doux, hein, dans l'agréable. La Chine se veut agréable, pays de paix, d'amitié par rapport aux autres dans le monde. Et puis... dans ce rêve chinois, il y a l'idée aussi d'une certaine redistribution, c'est-à-dire qu'on va essayer de pallier un peu aux inégalités sociales, même si c'est très difficile, on est dans le pays le plus inégalitaire du monde, ou un des pays les plus inégalitaires du monde, mais ça ne va plus, il faut faire quelque chose, il faut en tout cas dire qu'on fait quelque chose, c'est ce que fait le président chinois actuel. Merci. Antoine Kernen, je rappelle que vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et spécialiste de la Chine. Merci à vous. Merci. C'est le procès qui a passionné des centaines de millions de Chinois. L'affaire Bo Xilai, du nom de ce haut dignitaire du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, poursuivi pour corruption et tout récemment condamné à la prison à vie. Un étonnant déballage que ce procès, démonstration édifiante devant des Chinois médusés de l'ampleur de la corruption sévissant jusqu'aux plus hautes sphères du régime. Ici, des coffres-forts contenant des millions de dollars en espèces, là, des villas sur la côte d'Azur française payées par l'argent des dessous de table, ou encore des passe-droits inimaginables accordés aux enfants de l'élite, comme par exemple au fils de Bo Xilai, Bo Guoga, inscrit dans les plus célèbres universités américaines et conduisant comme un fou sa Porsche aux États-Unis ou sa Ferrari dans les rues de Pékin. Les Chinois ont compris qu'ils avaient au-dessus d'eux une nomenclatura qui vivait au-dessus des lois, à 1000 lieues des préoccupations de tout un peuple qui constate, lui, que le fossé se creuse sans cesse en Chine entre riches et pauvres. Bo Xilai est en prison. Les Chinois ont appris qu'il avait été transféré dans une prison luxueuse, avec de la moquette dans les chambres particulières, et même la télévision, peut-être pour suivre les prochains procès publics pour délit de corruption.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions et vos commentaires à propos de cette émission. Et pour vous aider à confronter vos points de vue, tout un ensemble d'extraits, vidéos, de sites internet, d'infographies et d'archives, sans oublier ce programme de la RTS en podcast. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.